Merci à tous d'être ici. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière conférence de cette journée Génération 2050. Donc cette fois, on passe à la thématique science avec la question de Mars. Alors peut-être en avant-propos, ces quelques éléments qui me semblent intéressants de rappeler. Alors d'un point de vue culturel, de ce que j'ai pu en trouver, on lui associe en astrologie le signe du bélier et l'élément du feu, et on l'a dit synonyme de désir, de conquête, de passion, voire de force impulsive. Son nom est utilisé pour définir un jour de la semaine, un jour de la semaine, et ce serait l'abondance d'oxyde de fer à sa surface qui lui donnerait sa couleur rouge caractéristique et qui expliquerait pourquoi dès l'Antiquité, elle était reliée au dieu de la guerre Arès, donc le rouge représentant le sang. Et certains disent même qu'elle serait la planète d'origine du genre masculin, puisque les hommes viendraient de Mars, paraît-il. Et d'ailleurs, on nous attribue au genre masculin le même symbole que la planète Mars. D'un point de vue scientifique, elle est la 4e planète du système solaire, 10 fois moins massive que la Terre, mais 10 fois plus que la Lune. C'est une planète dite tellurique, composée essentiellement de roches et de métal, comme les Mercure, Vénus et notre planète, la Terre. Et sa surface compte le plus grand canyon de tout le système solaire et également la plus grande montagne. Elle est située au plus près, puisqu'il faut prendre en compte la notion d'orbite que nos intervenants vont nous expliquer très certainement. Elle est au plus près de nous à 56 millions de kilomètres. Ce qui équivaudrait à faire un peu moins de 1400 fois le tour de la Terre, en prenant bien sûr l'équateur, pour l'atteindre. Et elle est la prochaine étape logique que l'homme s'est fixée dans sa conquête de l'espace. Je veux bien sûr parler de la planète rouge Mars. Alors on va essayer de se projeter. Comment se prépare un tel voyage spatial, puisque c'est comme ça qu'on appelle une telle expédition. Qu'en est-il des ressources technologiques et humaines nécessaires pour aller jusque là-bas? Une fois sur place, comment ça va se passer concrètement pour les premiers petits pas de l'homme sur la planète rouge? Et enfin, toujours avec cette logique de raccrocher au thème de 2050, est-ce qu'on peut espérer qu'en 2050, nous ayons colonisé Mars? Alors pour nous guider encore une fois dans cette réflexion et nous donner des éléments de réponse, je vous demande d'accueillir donc Lucie Poulet. Bonjour, vous êtes chercheuse au CNES, donc le Centre national d'études spatiales, et au CNRS, Centre national de recherche scientifique. À vos côtés, Monsieur François Forget, vous êtes planétologue. Et encore à vos côtés, Cathy Quentin-Nataf, vous êtes géologue. Donc on a un panel d'experts chacun dans vos domaines pour nous parler de la planète rouge. Et je vais demander de les applaudir bien fort pour les encourager et nous donner du courage. Merci. Alors, il nous a semblé intéressant pour décrypter, quand on parle de la colonisation de Mars, de prendre ça en 3 étapes, puisque la première étape avant de coloniser Mars, c'est déjà d'y aller, le voyage spatial. Alors première question que je vous pose, chers intervenants, d'un point de vue technologique, déjà pour évacuer cette question, est-ce qu'à l'heure actuelle, on a la technologie pour aller sur Mars? François Forget. Donc bonsoir à tous. Alors en fait, oui, on a la technologie au sens où il n'y a pas de défi incroyable comme aller plus vite que la vitesse de la lumière ou remonter dans le temps ou des choses comme ça. Ou passer par un trou noir. Donc c'est à peu près la même technologie qui a permis à presque 50 ans d'aller sur la Lune, etc. Bon, quand même c'est beaucoup plus difficile parce que c'est plus loin, c'est plus long, il y a plein d'obstacles. Donc le petit bémol, c'est qu'il faut développer beaucoup de choses. Il faut développer un module pour voyager dans l'espace pendant des mois. Il faut développer de quoi descendre dans l'atmosphère et se poser, vivre sur place, redécoller, donc il faut construire une fusée sur place, et puis revenir. Et donc tout ça est parfaitement dans notre technologie. Le problème, c'est qu'il faut des mois, des années d'ingénieurs, donc c'est très cher. Donc l'obstacle numéro 1, c'est tout cet énorme investissement qu'on doit faire pour développer toutes ces composantes. Mais techniquement, rappelez-vous, on était sur la Lune il y a 50 ans, donc pourquoi pas Mars maintenant? Oui. Alors, vous n'avez peut-être pas l'information, en termes de plein d'essence, ça représente quoi pour aller sur Mars? Alors, c'est une très bonne question. À l'aller, il faut juste une... typiquement, alors c'est quoi l'échelle pour vous? On va prendre la fusée Saturne V, l'énorme fusée qui a permis d'aller sur la Lune. 110 tonnes en orbite basse, on met dans l'espace. Typiquement, avec 2 lancements de cette fusée, la version moderne de cette fusée est actuellement en développement, la NASA, elle s'appelle le Space Launch System, SLS. Avec 2 lancements, on peut faire un module qui pourrait largement suffire pour faire le voyage jusqu'à Mars de manière assez confortable. Vous voyez, donc c'est une grosse fusée quand même, hein, 100 mètres de haut, etc. Oui. Ensuite, la vraie difficulté, c'est de revenir, parce qu'il faut le plein d'essence pour le retour. Et là, pendant très longtemps, lorsqu'on faisait des calculs, c'était quelque chose qui semblait un petit peu insoluble, puisque pour chaque tonne de carburant qu'on amenait sur Mars,
il fallait 10 tonnes, voire 50 tonnes de carburant pour partir de la Terre. Et on pense avoir une bonne solution à ce problème, c'est en fait de fabriquer le carburant sur place. Ça, c'est le grand secret qui date d'il y a 25 ans à peu près, cette grande idée qui a été de faire le carburant sur place en utilisant l'atmosphère de Mars, vous imaginez, c'est une fine atmosphère de dioxyde de carbone. Et ce qui est bien, c'est que dans le dioxyde de carbone, CO2, eh ben, vous avez du carbone. Et donc, en mettant avec de l'hydrogène, soit qu'on apporte, c'est très léger l'hydrogène, soit qu'on extrait à partir de l'eau qui est aussi présente sur place, on peut faire du méthane, CH4, avec de l'oxygène, ça c'est l'autre partie du CO2. Et donc, si on a du méthane et de l'oxygène, on a un très très bon carburant pour les fusées. Et donc, c'est ça l'idée, c'est de remplir les réservoirs de carburant à l'avance et sur place, et puis de revenir avec cela. Parce que pour qu'on comprenne bien, ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est de sortir de l'atmosphère. Puisqu'une fois qu'on est dans l'espace, on a peut-être moins besoin d'énergie pour avancer. Ou alors ça, c'est dans les films de science-fiction? En fait, sortir de l'atmosphère, c'est pas vraiment le problème. C'est d'accélérer suffisamment pour se retrouver au moins en orbite autour de la planète. D'accord. Donc sortir de l'atmosphère, ça demande, si vous voulez, même sur Terre, hein, si vous voulez une fusée pour aller à 100 km d'altitude, quasiment hors de l'atmosphère, il n'y a pas besoin de grand-chose. D'ailleurs, actuellement, vous connaissez tous, c'est des sociétés comme Virgin Galactic, par exemple, qui envisagent de vendre des tickets pour faire cette aventure, de monter à 100 km, un petit peu d'apesanteur et de redescendre. Non, il faut 100 fois plus pour accélérer jusqu'à se mettre en orbite autour de la planète et donc, par exemple, aller sur la Station spatiale internationale. Donc la vraie difficulté, c'est ça, c'est avoir la suffisamment vitesse pour être en orbite. Puis une fois qu'on est en orbite, donc dans l'espace, il faut encore accélérer pour sortir du champ de gravité de Mars, à l'aller, et puis au retour. Et à l'aller, c'est sortir du champ de gravité de la Terre pour aller repartir vers l'autre planète. Donc là, il faut à peu près, on va dire, sur Mars, il faut à peu près la moitié-moitié, quoi. Moitié pour sortir, pour se mettre en orbite, moitié pour retourner à la Terre. D'accord. Bon, alors donc technologiquement, au moins, on a les ressources. Alors du coup, l'autre dimension, c'est quid de l'équipage? Puisque pour aller jusqu'à Mars, juste pour y aller, c'est 6 à 8 mois, ce que vous me disiez, Lucie, ce que vous m'avez appris. Et du coup, comment ça se passe pour l'équipage? Puisqu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique, puisqu'être en apesanteur, on sait que c'est les muscles qui s'atrophient, donc ça nécessite des exercices quotidiens. Et puis il y a quid aussi du mental, puisque si vous êtes enfermé pendant 6 à 8 mois avec les mêmes personnes dans une petite capsule, ça peut être problématique. Il y a des recherches qui sont faites là-dessus? Oui, alors bonsoir à tous. Oui, il y a des recherches qui sont faites là-dessus actuellement. Donc, comme François le disait, technologiquement, on y est presque. Maintenant, il y a aussi le gros facteur humain et psychologie humaine qui est à prendre en compte et qu'on ne peut pas négliger. Donc il y a des missions qui sont des missions de simulation qui sont faites actuellement, notamment à Hawaï, qui sont financées par la NASA. Et j'ai participé à l'une d'entre elles en 2014. Donc ça a duré 4 mois. Donc on nous enferme pendant 4 mois, donc sur une base qui était sur un volcan. Et on peut sortir que avec des scaphandres parce qu'on est en conditions martiennes. Et on a des communications avec l'extérieur qui sont limitées pour simuler qu'on est au plus loin entre la Terre et Mars. Quand la Terre et Mars sont le plus éloignés, il faut 20 minutes à un message pour faire le chemin et 20 minutes retour. Donc on a 40 minutes. On avait 40 minutes de latence dans les communications et donc des communications qui se faisaient que par email. Donc il faut bien optimiser ces messages, parce que juste un ça va, ça met 40 minutes pour oui et toi. Oui. Et du coup, alors, donc vous avez participé à cette expérience et justement sur la dimension, alors là il n'y avait peut-être pas la condition physique en apesanteur puisque vous ne pouviez pas la reproduire, mais au point de vue mental, ça s'est passé comment? Ça se passait bien entre vous? Vous avez eu des difficultés? Alors cette mission de 4 mois, elle s'est bien passée, ça passe très vite 4 mois. On était toujours très occupés, donc finalement c'est peut-être aussi la clé, c'est quand on est occupé, on ne pense pas à la famille ou les proches qui vont nous manquer, ou à la nourriture qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de manger habituellement. Il y a eu, après ma mission, une mission de 8 mois, une mission de 12 mois. Donc là, c'est des durées qui sont quand même beaucoup plus importantes. Et ils ont vu des dynamiques de groupe qui changeaient, avec des tensions qui apparaissaient un peu plus de manière plus systématique. Sur 4 mois, il y a des tensions qui apparaissent. On arrive encore nous, on a réussi à les désamorcer assez tôt pour pas que ça s'envenime trop. Maintenant, peut-être que si on était resté 4 mois de plus, on aurait eu des tensions qui auraient fait que la mission ne se serait pas si bien déroulée. Mais pour qu'on comprenne bien, vous ne risquez pas des troubles psychologiques profonds comme une forme de paranoïa qui pourrait amener à vous entretuer, un peu comme dans certains films? Alors,
Sur les missions qui ont été faites, c'est pas ce qui en est ressorti. Il y a aussi eu une mission plus longue qui a duré 520 jours en 2010-2011, qui a été faite à l'Institut biomédical de Moscou, qui était organisée aussi par l'Agence spatiale européenne, avec un équipage de 6 personnes. Et au bout de 520 jours, voilà, ils se sont pas entretués et ça s'est bien passé. Maintenant, on ne sait pas trop comment les gens vont réagir une fois sur Mars, qu'ils verront la Terre comme un petit point bleu dans le ciel. L'histoire de l'exploration montre quand même que les vraies tensions arrivent quand il y a à la fois danger de mort, un danger mortel, il faut prendre des décisions, et tout d'un coup le commandant n'est plus respecté, il va prendre c'est là où il y a des mutineries parce que les gens disent on va mourir si on fait ce qu'il dit, et c'est généralement comme ça que ça se termine mal. Donc c'est très difficile à simuler, et donc on est obligé de se baser sur l'histoire soit de l'exploration moderne, polaire, etc., enfin un peu ancienne, ou même des histoires militaires. Mais sinon, c'est très dur de simuler le danger de mort dans un équipage à Hawaï, même si on est isolé. Mais c'est intéressant ces éléments de réponse, parce qu'on a tous, j'imagine, des représentations liées à la culture cinématographique ou autre, ou les livres, puisqu'il y a un certain nombre d'ouvrages sur la question. Donc c'est vrai que c'est important de démêler un peu le vrai du faux. Donc voilà, c'est un premier point important. Donc techniquement, l'humain est à peu près prêt. Technologiquement, on peut y aller. Donc, l'étape du voyage, pour l'instant, ça a l'air d'être validé. Alors, les premiers pas maintenant de l'homme sur Mars. Alors, une petite question peut-être pour vous, Cathy. Une question qu'on peut se poser légitimement, c'est quel intérêt on a à aller sur Mars? Alors, première question, est-ce qu'il y a des ressources particulières, des ressources martiennes qu'on n'aurait pas sur Terre, ou est-ce qui pourraient justifier notre... Comme vous êtes géologue, vous avez peut-être des éléments sur cette question? Alors, Mars est une planète tellurique, comme la Terre. Donc, a priori, elle est faite de mêmes ingrédients. Alors, on va avoir une géologie qui est quand même assez similaire. Donc, on a des roches assez similaires. Il n'y a pas de ressources particulières qu'on trouverait sur Mars et qu'on n'aurait pas sur Terre. On a intérêt d'exploiter la surface de Mars, par exemple. Par contre, il y aura un intérêt évidemment important d'envoyer des géologues, des scientifiques qui iraient explorer pour pouvoir sélectionner des échantillons particuliers, pertinents, pour pouvoir les ramener sur Terre. C'est comme ça qu'on a sur la Lune énormément connu et appris sur la formation des planètes, le système solaire. C'est en ramenant des échantillons de la Lune. Et au début, si dans l'exploration humaine, notamment de la Lune, il n'y avait pas de grands objectifs scientifiques, on s'est dit... bon, on va envoyer l'homme sur la Lune, vite, il faut trouver un intérêt. Et la géologie en est devenue comme ça, de façon naturelle. Et donc, aux premières missions Apollo, on a ramené quelques grammes de cailloux. Et à la fin, il y a vraiment eu plein de kilos de roches rapportées qui, aujourd'hui encore, nous en apprennent énormément sur notre histoire. D'accord, donc c'est plus le défi scientifique parce qu'on va apprendre des choses. Alors du coup, information intéressante, c'est que le programme Apollo, donc qui nous a permis d'aller notamment sur la Lune, a été à l'origine du téléphone portable, du CD-ROM, de l'ordinateur portable également. Donc la technologie utilisée pour la conquête spatiale nous sert aussi à nous, êtres humains. Donc c'est un intérêt aussi technologique. Oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu... J'aime me méfier un petit peu de ces arguments-là parce que c'est difficile de justifier un programme Apollo qui coûte vraiment des sommes considérable pour améliorer les poils à frire Tefal, si vous voulez. Donc, non, mais c'est vrai que ce n'est pas l'objectif numéro un. Et il faut admettre... Alors, je voudrais compléter 2 choses. La première, c'est que explorer la planète Mars en tant que telle, ce corps-là est quand même particulièrement intéressant parce que c'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre. Et en explorant Mars, ainsi que les autres planètes, on apprend beaucoup sur notre propre planète. C'est un petit peu comme l'image qu'on peut avoir, c'est un peu comme en médecine. En étudiant les autres animaux, on apprend énormément sur pourquoi on a une rate, un foie... Ça fait énormément progresser la médecine, ça a sauvé les gens, etc. Donc, de la même manière, c'est important de tester nos connaissances, notre compréhension des planètes ailleurs. Mars est aussi une planète particulièrement intéressante parce que actuellement, c'est une planète assez aride. Bon, elle ressemble beaucoup à la Terre. Au niveau climat, géologie, il y a beaucoup de points communs. Encore une fois, je reviens sur l'argument précédent. Mais autrefois, elle ressemblait encore plus à la Terre, il y a quelques milliards d'années, quand tout le système solaire était jeune. On sait que sur Mars, il y avait des lacs, des rivières. À une époque, il y a 3,5-4 milliards d'années, où la vie est apparue sur Terre. Donc pourquoi pas sur Mars? Et donc c'est une grande motivation d'enquête, et c'est de comprendre, est-ce que la vie est apparue là? Si oui, non. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ou est-ce qu'il y a des étapes Bref, il y a une enquête fantastique à faire. Mais il faut conclure cette idée-là en précisant que, attention, beaucoup de cette enquête scientifique pourrait être faite finalement avec des robots. Alors, l'idée d'envoyer des humains, en fait, ne se justifie pas tant que ça par la science. Envoyer des humains, et c'est là où je reviens à votre question initiale, ça justifie par quand même un accord de beaucoup d'humains, en particulier de contribuables, américains, européens un petit peu, avec l'idée que c'est formidable d'envoyer Enfin, on n'a pas envie d'arrêter l'exploration humaine. L'étape suivante, c'est d'envoyer des hommes là-bas, et c'est difficile à justifier par la science.
le coût est tellement élevé qu'on a du mal à dire on va envoyer des humains là-bas pour explorer Mars. Encore plus de mal à dire pour améliorer les téléphones portables. Alors c'est sûr que c'est une des conséquences de l'exploration spatiale. Et avant tout, en fait, il faut admettre que la motivation d'envoyer des humains dans l'espace, ça reste l'idée que nous, humains, nous partageons beaucoup d'entre nous, en tout cas, il y a un débat, hein, mais beaucoup d'entre nous sommes d'accord pour payer plus cher que simplement des robots, pour envoyer des hommes qui seront nos ambassadeurs, partager cette aventure, pour une fraction du prix qu'on paye pour aller au cinéma par an, on va envoyer des humains, on va voir des choses encore plus extraordinaires, ça va être la réalité. Mais c'est dur à justifier scientifiquement, donc il faut accepter ça. Et c'était déjà le cas pour Apollo. Là, une anecdote très rapide, quand donc Kennedy a démarré le programme Apollo, il a demandé à son conseiller scientifique, qui lui a dit « D'accord, je vous soutiens à une seule condition, que vous ne dites jamais qu'on fait ça pour la science. » Parce que ce n'était pas pour la science. À l'époque, c'était pour damer le pion aux Russes et montrer que c'était la société guerre froide, occidentale, c'est la guerre froide. Maintenant, il y a d'autres idées, mais ça reste quand même très humain, plus que scientifique ou technique. Donc en fait, si je comprends bien ce que vous dites, c'est dans l'inconscient collectif de notre société à l'échelle mondiale, ça nous paraît plus logique d'envoyer un humain qu'un robot. Et du coup, il n'y aurait pas des retombées économiques aussi, puisque, alors, comme vous disiez, vous n'aimez pas trop cet argument, mais le téléphone portable, le CD-ROM, l'ordinateur portable, ça a été des sources enfin pas de financement, mais c'est des opportunités économiques. Aujourd'hui, il y a des groupes qui gagnent plein d'argent grâce à ça. Donc, vous pouvez imaginer que les technologies qui seront développées pour aller sur Mars pourront avoir des utilités pour nous à l'échelle terrestre, et donc ça créera de l'activité économique. C'est pas un argument, ça, pour vous? Déjà, quand on envoie des robots, les télécommunications, il y a énormément de développement pour ne serait-ce que piloter un robot à distance. Aujourd'hui, ce qui est fait avec le robot Curiosity, c'est vraiment à la pointe de la pointe et c'est après drainé dans la société, sur la société sur Terre. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'envoyer l'homme pour faire il faut continuer l'exploration spatiale, oui, continuer le développement technologique, oui. Il y aura des retombées. Est-ce que l'homme, là-dedans, ça part? Je ne sais pas, pas sûr. Enfin... Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'évidemment, on va faire une science extraordinaire en envoyant des astronautes sur Mars, une science qu'on ne pourrait pas faire simplement avec des robots, il faut être clair. Par exemple, on rêve de faire des forages pour aller voir dans les nappes aquifères profondes s'il y a encore des bactéries sur Mars. Avec des robots, c'est impossible. Avec l'homme, on pourra le faire. On va évidemment faire des développements technologiques qui seront utiles, quoi qu'il arrive. C'est simplement de justifier une des dépenses très importantes pour envoyer des humains là-bas en disant c'est parce qu'on ne peut pas faire la science autrement et puis sinon on ne va jamais améliorer un téléphone portable, c'est difficile. Mais il y a des retombées très positives scientifiquement et technologiquement, bien sûr. D'accord, merci, c'était important aussi de savoir. Alors, Lucie, du coup, vous nous avez parlé de votre expérience rapidement, mais pour qu'on comprenne bien, les premiers colons qui arriveront sur Mars, voilà, c'était quoi votre quotidien que vous avez simulé, donc qui serait les premiers pas de l'homme sur Mars? Vous viviez dans quoi? Vous aviez une chambre de combien de mètres carrés? Enfin voilà, de manière très pragmatique, à quoi ça ressemblait votre vie? À quoi ressemblera la vie des premiers colons? Alors, je pense que la base qu'on avait ressemblait pas du tout à ce qu'un module martien ce à quoi un module martien pourrait ressembler. La raison à ça, c'est que dans les simulations, il faut faire des choix. Et souvent, on va donc orienter les choix de technologie qu'on met en fonction de ce qu'on veut tester. Et nous, on était vraiment des cobayes d'une étude psychologique de la NASA. Et l'habitat donc, se devait d'être restreint en termes de volume, en termes de surface. On devait ne pas avoir trop d'intimité non plus pour simuler ça. Par contre, ça n'a pas été jugé utile de reproduire vraiment un module martien, quelque chose qui allait vraiment ressembler à l'idée qu'on en a par les films de science-fiction ou par les vrais modules qui sont allés sur la Lune, par exemple. Donc on était dans un dôme, blanc, tout simplement, ça peut ressembler à une grosse tente, finalement, quand on le voit de l'extérieur. 120 mètres carrés, 6 personnes, on avait des chambres individuelles de à peu près 6 mètres carrés, avec un petit lit, un bureau. Donc on était toujours ensemble, on voyait personne d'autre, on était isolés. Par contre, on n'était jamais vraiment seuls. Donc voilà, c'était ça le but principal de cette habitation. Vous étiez combien? 6. 6 en tout. Ouais. Mais donc oui, après les premiers habitants de Mars n'habiteront peut-être pas dans un dôme qui sera à la surface, mais peut-être dans des tubes de lave, dans des dômes qui seront recouverts de sol martien pour se protéger des radiations et d'autres choses. Donc
en ce sens-là, c'était pas exactement pareil. D'accord. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, un tube dans la lave ou un dôme sous terre, il faut amener tout le matériel et puis il faut le construire sur place. Ça a l'air compliqué dit comme ça. Oui, ou Cathy, oui. Ouais, alors, un tube de lave, c'est un objet naturel. C'est c'est le chenal par lequel la lave s'est écoulée, qui finalement va refroidir dans la partie du dessus. La lave continue à se couler à l'intérieur et ça crée un tunnel, si vous voulez, dans la roche volcanique. Une sorte de cavité naturelle. Oui, c'est ça. On appelle ça un tunnel de lave. Donc c'est vraiment une formation naturelle de tunnel et qui pourrait être utile pour protéger les astronautes des irradiations. D'accord. Alors, mais du coup, pour qu'on comprenne bien, vous faisiez quand même des simulations, parce que vous nous disiez que vous étiez en scaphandre pour sortir. Vous simuliez des prélèvements aussi sur de la roche, on va dire, bon, mais c'était pas de la roche martienne, ou c'était juste pour le plaisir de sortir et de voir ce que ça fait d'être dans une combinaison? Ah non, alors les sorties pour juste le plaisir de sortir, ça, en fait, on n'en avait pas. D'accord. À chaque fois qu'on voulait sortir, on devait le justifier, demander l'autorisation la veille, dire combien de personnes allaient sortir, combien de temps ça allait prendre, quel allait être notre chemin exact. Et à partir de là, la sortie était acceptée ou non. Et ensuite, le jour J, donc on avait 1 à 2 heures de préparation avant la sortie. Et puis ensuite, on pouvait effectuer la sortie. Donc ça allait être soit des expériences scientifiques qu'on pouvait faire que dehors, donc des prélèvements d'échantillons ou des tests sur les scaphandres, soit on va dire des sorties d'exploration où on allait vraiment voir un peu plus loin ce qu'il y avait et puis documenter. Donc, par exemple, on a cartographié les tubes de lave qui étaient autour de notre base. Et voilà, donc ça c'était les gros thèmes de sortie qu'on allait avoir. Et puis ensuite, en rentrant, il fallait écrire un rapport et ranger tout. Donc une sortie même une sortie de 30 minutes, ça nous prenait bien 4 heures. Donc on n'y allait pas juste pour prendre l'air. D'accord. Alors je pense que je peux le dire parce que vous m'aviez tous confirmé. Pour vous aider peut-être à visualiser, certains d'entre vous ont peut-être vu le film Seul sur Mars, qui est à la base tiré d'un livre du même nom, me semble-t-il. C'est assez proche de ce qu'on voit. Juste Cathy, vous me disiez la tempête catastrophique. Bon, mais ça c'est pour le scénario. Ça n'existe pas, mais sinon, grosso modo, ce qu'on a vu dans le film ou ce qu'on a pu lire dans le livre, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Pour nous aider, Cathy. François. Oui, alors pour ceux qui ont vu le film, ce qui marque, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc des gens qui vivent sur Mars. Quand ils sortent, ils doivent mettre un scaphandre. Ça, c'est important parce que non seulement l'atmosphère est respirable, c'est une atmosphère à 95% de gaz carbonique, dioxyde de carbone, mais en plus la pression est très basse, ce qui fait que même si on mettait un masque à oxygène et une grosse doudoune, on aurait des problèmes, on exploserait si vous voulez. Donc on doit mettre un scaphandre qui est pas mal représenté, et en plus on doit vivre dans des abris pressurisés, ce qui pose plein de problèmes. Ça fait des pressions énormes. C'est d'ailleurs pas totalement montré dans Seul sur Mars, mais juste à un moment donné il a un problème de... Ça explose. Il y a une rupture du matériau et ça explose. Et effectivement, c'est réaliste. C'est des pressions énormes. Il faut vivre dans une espèce de pneu de vélo, de voiture. Donc il y a plein de problèmes de pression et de pressurisation. Par ailleurs, l'environnement n'est pas trop mal montré. C'est vrai que c'est un endroit spectaculaire. C'est un immense désert. Immense, parce que par le jeu une coïncidence fait que la surface des terres émergées sur Terre correspond à peu près à la surface de Mars. Donc il y a de quoi se promener pour un géologue. Parce qu'il y a des océans la Terre est plus grande, mais il y a des océans qui couvrent une grande partie. Et puis on a donc ce ciel, il faut imaginer, donc il fait la journée, la température de la surface monte jusqu'à plus 20 degrés, mais la nuit suivante, il va faire moins 80. Il fait un peu plus froid que sur Terre, donc, typiquement. Vous avez en permanence, c'est un grand désert, donc c'est ce climat hyper continental, hyper désertique. Et puis il y a tout le temps du vent qui soulève des poussières, donc le ciel est toujours orangé. Saumon, à cause des poussières dans l'atmosphère. Les poussières posent plein de problèmes, moins que dans le film. Au début, il y a une tempête de poussière qui le fait décoller. Mais néanmoins, il peut y avoir des vents forts. Même si la pression est faible, on le ressent peu. Mais les objets qui volent, si par exemple, on ne sait jamais, dans le film, c'est une espèce d'antenne parabolique qui est soulevée par le vent, c'est pas totalement impossible. Pas tel que c'est dans le film, mais c'est pas idiot. En tout cas, dans le livre, c'est un peu mieux présenté. Et donc, voilà tout ce que peut en dire. Il faut imaginer ce monde-là, avec une gravité 3 fois moindre que sur Terre. Qui doit être délicieuse, d'après les quelques... J'ai eu la chance de fréquenter un peu quelques astronautes qui ont marché sur la Lune. Et vraiment, ils trouvent que sur la Lune, la gravité est un peu trop faible. On a tendance à glisser. Et ils disent que la gravité sur Mars doit être fantastique. D'ailleurs, on peut la simuler dans les avions, et c'est très agréable
la gravité martienne semble très adaptée. Voilà. Ben merci, donc ça vous aidera peut-être à visualiser un peu mieux. Alors, du coup, dans les questions qu'on peut se poser, c'est que pour avoir une planète viable, il y a nécessité déjà d'avoir de l'eau. Donc ce que vous disiez, c'est qu'on a de l'eau sur Mars. Me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, c'est sous forme de glace, qui est plutôt en profondeur. Comment on extrait de l'eau pour commencer une fois qu'on est sur Mars? Comment ça peut se passer? Bon, déjà, si on part dans l'idée d'aller récupérer de la glace, il faut la faire fondre, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, surtout qu'il fait quand même très très froid, donc il faut de l'énergie particulière. Une autre ressource en eau serait l'eau stockée dans les roches. Il y a une certaine partie des roches, oui, qui au moment de leur formation piègent des molécules d'eau dans leur structure. Donc ce serait peut-être moins énergétique, moins coûteux en termes d'énergie, que d'aller récupérer ces roches-là. Et il y a sur Mars de nombreuses formations géologiques qui ont de l'eau dans leur structure. Par exemple, il y a des dépôts à des endroits, il y a des dépôts de sel de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Il suffirait juste d'un petit four et faire chauffer ces dépôts de sel pour en récupérer l'eau. Il faudrait chauffer une grosse quantité pour avoir une grosse quantité d'eau ou pas tant que ça? Pas nécessairement. Disons que ça demanderait moins d'énergie pour avoir la même quantité d'eau liquide après, par exemple. Il faudrait moins d'énergie pour faire chauffer une roche, un sel, par exemple, que d'aller extraire dans le sous-sol de la glace qui est, par le autocontrôle, à combien de degrés dans les moyennes latitudes? Ouais, moins 50 degrés. Il faut quand même de l'énergie pour pouvoir la passer sous son point triple. D'accord. Donc ok pour l'eau. Ensuite pour l'énergie, on imagine l'énergie solaire ou alors justement comme le dioxyde de carbone a un effet réfléchissant. Enfin je sais pas comment l'énergie on peut la produire aussi. C'est dans l'espace il n'y a pas de 30 000 solutions. Il y en a 2 qui sont utilisées. La première c'est l'énergie solaire. Alors avec des humains on peut imaginer, alors je ne sais pas si ça qui est représenté, des immenses champs de panneaux solaires. On reçoit moins d'énergie que sur Terre, on en reçoit 2 fois moins, donc bon, ça fonctionnerait pas mal, surtout qu'il pleut, il n'y a pas souvent des gros nuages, il y a des poussières quand même. Tous les jours, il faudra balayer les panneaux solaires, pas tous les jours, mais tous les mois. Et puis l'autre solution, c'est l'énergie donc d'origine nucléaire, on va dire. Alors on n'est pas obligé d'avoir une vraie centrale nucléaire, mais actuellement les robots, comme par exemple on a un gros robot qui s'appelle Curiosity, qui n'a pas de panneau solaire. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, il transporte quelques kilos de plutonium qui chauffe, et on peut convertir cette énergie-là, cette chaleur en électricité avec des thermocouples. Alors on pourrait imaginer quelque chose de plus efficace, mais les panneaux solaires de plus en plus performants semblent une solution qui, peu à peu, dans la littérature technique, gagne du terrain, je trouve. C'est de plus en plus coûteux et difficile de faire du nucléaire. C'était très à la mode, bien sûr, dans les années 70. Et maintenant, les panneaux solaires devenant vraiment performants, on imagine plus des grands champs de panneaux solaires ultra légers, raccordés, qui fourniraient l'énergie. Voilà les 2 solutions. D'accord, donc intéressant. Donc l'énergie c'est bon, l'eau c'est bon. Maintenant la nourriture. Parce que j'imagine que dans votre expérience, vous mangiez pas des bons petits plats comme on peut en trouver sur Terre, mais c'était plutôt des choses déshydratées. Est-ce que du coup on peut imaginer à terme sur Mars pouvoir faire pousser justement de la nourriture? Oui, alors non seulement on peut envisager de faire pousser de la nourriture, mais surtout il faudra. Oui. Parce que ça dépend de la durée de la mission, mais si on envisage par exemple une base permanente scientifique sur Mars, avec des équipages qui se succèdent comme on le fait pour l'instant sur la Station spatiale internationale, on ne pourra pas se permettre d'amener toute la nourriture nécessaire pour les équipages pour plusieurs mois. Donc il y a des projets, notamment le projet Melissa de l'Agence spatiale européenne, qui se base sur des procédés biologiques pour dégrader les déchets organiques de l'équipage avec des micro-organismes. Et ces produits de dégradation, qui sont en fait du compost, vont servir à nourrir des plantes, des micro-algues, qui, avec de l'énergie, vont faire de la photosynthèse et donc recycler l'atmosphère, convertir le dioxyde de carbone en oxygène et produire de la nourriture. Donc, les micro-algues, c'est de la spiruline, qui est composée à 50% de protéines. Et donc les plantes, ça peut être du blé, ça peut être du soja, ça peut être du riz, des pommes de terre, comme dans Seul sur Mars, des laitues, voilà. Et les plantes transpirent, donc avec ça, on arrive à recycler l'eau. Donc on a une boucle fermée, on appelle ça un système support de vie régénératif, parce qu'on arrive à régénérer finalement le peu de ressources qu'on emmène avec soi.
C'est intéressant ce que vous dites. En fait, c'est un peu cette célèbre phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est d'autant plus vrai sur Mars que vous ne pouvez pas vous permettre à ce niveau-là, parce qu'on parle limite de survie, vous ne pouvez pas vous permettre de gâcher la moindre molécule d'eau, la moindre molécule d'oxygène. Oui, c'est ça. Après, en théorie, c'est du recyclage à 100%. En pratique, on n'y arrive jamais. Donc c'est là où l'extraction de ressources martiennes peut être très utile et sera probablement nécessaire. Donc à ajouter de l'oxygène, ajouter de l'eau dans la boucle de temps en temps. Alors j'ai posé une question comme ça, mais il y a de l'eau, il y a du dioxyde de carbone. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des plantes sur Mars ? Actuellement naturel, non mais c'est une grande question. En réalité, ce qui manque vraiment sur Mars, c'est l'eau. Il y en a, donc de la glace, à plein d'endroits, dans le sous-sol ou voire à la surface dans les régions polaires. La vraie difficulté, c'est d'avoir de l'eau liquide. Et il se trouve que c'est extrêmement difficile sur Mars. D'abord parce que la pression est très faible. Donc il y a toute une partie de Mars où il est juste impossible d'avoir l'eau liquide. Elle passe directement de l'état de glace à l'état de vapeur sans jamais passer par l'état liquide. Et même au fin fond des vallées où en théorie on pourrait avoir entre 0 et 3 degrés un peu d'eau liquide, les conditions sont telles qu'elle est absolument instable, elle s'évapore assez vite et il est impossible de trouver une flaque d'eau, quoi. Donc il n'y a pas d'eau liquide, même pas sous forme de film, ce qui est donc vraiment le vrai problème. Donc on imagine mal trouver même des bactéries, encore moins des plantes et des chameaux. Par contre, il y a deux choses à dire, c'est que on peut imaginer, on peut spéculer qu'en profondeur, assez profond, là où la pression est plus élevée, les températures plus chaudes, on peut avoir des nappes aquifères qui ressemblent à ce qu'on a sur Terre. Et dans les nappes aquifères sur Terre, il y a plein de bactéries, une zoologie extrêmement importante et assez fascinante. Donc pourquoi pas, on va essayer d'explorer, je l'ai mentionné tout à l'heure. Et puis l'autre chose qu'il faut mentionner, c'est toujours cette idée que, oui, il y a très longtemps, il y a 3 ou 4 milliards d'années, il se trouve que la surface de Mars est très ancienne, donc il y a au moins la moitié de la planète qui date de cette époque-là. Eh bien, il y avait partout des lacs et des rivières. Et là, on a envie de mener l'enquête, regarder si dans les sédiments lacustres que l'on trouve, s'il n'y a pas des fossiles. Alors, ce serait formidable de trouver un coquillage ou un fossile de homard, mais même voir une forme de fossile de bactéries, soit sous forme chimique, soit sous forme morphologique. Cathy, vous voulez compléter ? Oui, pour ce qui est des traces de vie notamment, on s'attend à trouver, vu qu'on cherche dans des roches martiennes très anciennes, qui datent effectivement d'une période où il y avait un climat probablement similaire à ce qu'est la Terre aujourd'hui, on s'attend à la recherche des traces de vie microbiennes plutôt, puisque c'est la vie microbienne qui sur Terre a dominé jusqu'à peu près 500 millions d'années. C'est vraiment qu'après, que sur notre planète, on a eu une diversification de la vie. D'accord. Alors moi, c'est peut-être une dernière question pour les premiers pas de l'homme. Après, je vous propose de rêver peut-être pour une colonisation éventuellement en 2050. Il y a un terme qu'on applique aux planètes. Bah voilà d'ailleurs une image du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc ça, c'est des champs de patates. Et donc voilà, grosso modo, c'est une serre où il récupère l'eau, etc. Avec ses excréments, il en fait des engrais. Du coup, il y a un terme qu'on entend souvent quand on parle de planète, c'est la terraformation. C'est-à-dire la capacité à modeler la planète dans des conditions viables. Puisque, alors je ne sais pas, je rêve peut-être, mais il existe peut-être une plante ou un procédé technologique qui nous permettrait de purifier l'air et donc qui au final on utiliserait le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène et en faire une planète viable. C'est un rêve ou... Alors c'est un thème qui a été à la mode il y a quelques années, très peu étudié scientifiquement. Néanmoins il y a un article, alors je ne peux pas parler science, mais de référence qui est à 25 ans, qui était publié en 91, et il y a un peu 2 étapes dans la terraformation. Première étape, ce serait d'avoir une atmosphère plus épaisse. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de sortir en scaphandre, comme je disais tout à l'heure, on pourrait sortir avec un gros pull et un masque à oxygène, et déjà, ce serait quelque chose de beaucoup plus viable pour les hommes, si on pouvait juste déjà sortir avec un masque à oxygène. Et puis la deuxième étape, ce serait de réussir à transformer cette atmosphère plus épaisse, par exemple le dioxyde de carbone, en quelque chose de respirable directement, avec presque plus de CO2, un peu d'azote et de l'oxygène, comme sur Terre. Malheureusement, quand on avait émis cette idée qui est devenue très populaire il y a 25 ans, on faisait l'hypothèse qu'il y avait beaucoup de dioxyde de carbone disponible sous forme de glace en particulier, en tout cas de quoi faire une nouvelle atmosphère plus épaisse. Il suffisait dans cette idée-là de faire chauffer les calottes polaires, de faire chauffer la surface, et puis il y aurait du CO2 qui se libérerait, du gaz qui sortirait, puis on aurait tout d'un coup une atmosphère comparable à la Terre qui se recréerait. Et ça, c'était il y a 25 ans. Depuis, on a eu beaucoup de missions spatiales, robotiques, on a beaucoup appris sur justement ces glaces, le sol, etc. Et on constate qu'en fait, il n'y a pas grand-chose.
Et donc, grosse déception, ça paraît presque impossible maintenant de terraformer Mars, comme on le disait, ne serait-ce que la première étape, même la première étape, parce qu'il n'y a pas de gaz. Alors on se dit, c'est pas grave, on va détourner des comètes riches en gaz, puis elles vont s'écraser, puis elles vont créer une atmosphère. Bah oui, mais quand on calcule, il faut en détourner 1 million. Enfin, c'est des quantités énormes, ça paraît presque impossible, en tout cas pour l'homme du 20e, 21e, 22, 23, 24e siècle, ça paraît dingue. Donc après ça, on est un peu coincé. Et tout cela aurait pris énormément de temps. Donc voilà. Alors après se pose même une question éthique qui est est-ce qu'on vraiment veut terraformer Mars, transformer Mars en un truc habitable pour l'homme? Est-ce qu'on veut vraiment mettre une grande cloche au-dessus de l'Antarctique pour en faire des hôtels? C'est pas évident. L'écologie, là-dedans, l'écologie, est-ce que c'est la défense de la vie? Donc en terraformant, on améliorerait la présence de la vie sur Mars. Au contraire, on défendrait l'environnement actuel. Il y a un vaste débat philosophique qui est assez intéressant, mais pour l'instant qui est bloqué par la technique. Alors je ne sais pas si tu veux en dire plus. Cathy, oui, si vous voulez compléter. Oui, non, mais je suis sur la même longueur d'onde que toi en termes de débat philosophique sur la terraformation. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de ressources. Ça, c'est un point important. Si on veut fabriquer une atmosphère, il faut quelque part que ce qui formerait les gaz de cette atmosphère soit piégé aujourd'hui dans le sous-sol. Et de ce qu'on en sait aujourd'hui, il n'y a pas assez de quantité. Et où on pourrait l'amener, mais c'est des quantités trop astronomiques pour qu'on l'emmène avec nous. Pour 2050, ça va vraiment être dur. D'accord. Pour 4050, c'est dur d'imaginer, pourquoi pas, mais on en est Mince, pas on ne sera pas là pour voir ça, c'est dommage. Alors justement, ça me permet de faire une transition. Coloniser Mars en 2050, de votre point de vue, de votre place, fantasme ou réalité? On vous a commencé à donner quelques éléments de réponse. Fantasme. Ah ok. Coloniser, oui. Enfin, si coloniser, c'est aller vivre sur Mars définitivement, s'y installer et fonder une famille, je ne sais pas, y rester, 2050, c'est pas faisable. Mais on peut imaginer, peut-être pas pour des millions d'habitants comme on a sur Terre, mais peut-être pour 1000, peut-être 10 000 habitants. Même en 2050 ? Oui. Non. D'accord. Enfin, pour moi, c'est dans pas si longtemps que ça, c'est dans 30 ans. Ah non, c'est dans 30 ans. Ouais. 2050, on peut envisager avoir eu déjà les premières missions, avoir des bases scientifiques, avoir une amorce de bases scientifiques permanentes comme on a en Antarctique, comme la station spatiale, voilà. Mais peut-être des touristes de temps en temps, mais de mon point de vue, pas plus que ça. Donc pour qu'on soit bien clair, je vous laisserai après répondre tous les deux, quand on entend certaines personnes ou certaines personnes connues de notre monde à nous, la planète Terre, qui disent que c'est une possibilité, non, on n'y est vraiment pas encore. Il y a lieu d'être sceptique, parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va envoyer des hommes sur Mars dans 20 ans. D'accord. Et ce n'est pas du tout le cas. Et 2050 dans le milieu spatial, c'est demain, quoi. On est déjà en train de décider ce qu'on va faire comme mission spatiale robotique en 2050. Cela dit, la donne est en train de changer un petit peu parce que pendant très longtemps, vraiment, la NASA, qui est la puissance numéro 1 impliquée là-dedans, mettait tous ses moyens dans la navette spatiale, la station spatiale internationale, et depuis les années 70, ça a tout consommé. On a arrêté la navette spatiale, la station spatiale internationale a son budget limité, elle va être arrêtée en 2024, voire 2028, ou pas, mais en tout cas, elle coûte moins d'argent. Il y a des nouvelles ressources qui sont maintenant injectées dans des projets d'exploration lointaine. On retourne à la NASA dans cette idée de préparer, donc on fait cette énorme fusée que j'ai mentionnée tout à l'heure, une capsule qui s'appelle Orion, qui va un peu remplacer Apollo, et puis on envisage de faire des habitats pour pouvoir aller loin. Donc ça change. Par ailleurs, en plus, il y a des entreprises privées qui sont extrêmement moteurs, qui poussent la NASA, comme SpaceX de Elon Musk, tout le monde connaît, mais aussi Blue Origin de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Ça, c'est et même des vieilles compagnies historiques comme Lockheed Martin qui disent « Oh, on a un plan, on peut faire ça ». Le tout de manière beaucoup plus réaliste que ce qu'on disait il y a 30 ans, c'est-à-dire avec un budget de la NASA constant. Comme on ne dépense plus avec la navette spatiale, on peut imaginer, avec un budget NASA constant, préparer une mission. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que vraiment ça coûte cher, donc c'est difficile. Et deux, actuellement, il y a un vrai débat aux États-Unis qui a tendance à aller dans une autre direction, qui est plutôt d'utiliser les premières ressources, non pas pour tout mettre pour retourner sur Mars, mais pour créer une base, en tout cas retourner sur la Lune, créer une base sur la Lune. Ce qui est déjà prévu, c'est une base autour de la Lune, ça c'est sûr, ça va être fait, Deep Space Gateway. Et puis ensuite une base sur la Lune. Et si on fait ça, ça retirera tous les moyens, disons, les ressources monétaires, pour aller faire une mission vers Mars. Donc ça repousse la mission vers Mars au-delà de 2050 en réalité. Sinon, si on allait directement vers Mars, ce serait plus 2035 déjà. À commencer d'ailleurs par une mission qui ne serait pas d'aller sur Mars, mais quelque chose de beaucoup plus facile,
quand même excitant d'envoyer des hommes en orbite autour de Mars. C'est l'alternative que vous me disiez. Alors juste avant de répondre, Catherine, qu'on comprenne bien. Parce que c'est vrai que pour la colonisation de la Lune, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on était en pleine guerre froide. Donc deux superpuissances, enfin même les superpuissances de l'époque, qui investissaient massivement pour être le premier à coloniser la Lune. Si on était dans la même dynamique aujourd'hui, on pourrait espérer coloniser Mars en 2050 ? Qu'on comprenne bien ? Pour qu'on ait des repères à peu près financiers, au moment là, des programmes Apollo, les États-Unis ont consacré 5 à 6%, entre 4 et 5% de leur PIB à l'exploration spatiale. Aujourd'hui, le budget de la NASA, c'est 0,5%. Donc il faudrait vraiment qu'ils aient un effort colossal qui, dans nos sociétés, peut-être le justifierait moins. Il faudrait un effort financier vraiment redoutable. C'est à peu près 60 milliards de dollars, une mission humaine, je dis peut-être une bêtise, mais de cet ordre-là, au moins 60 milliards de dollars, même oui, un minimum. Et le budget de la NASA, c'est 18 milliards de dollars par an. D'accord. Okay. Donc, avoir un effort financier, je pense que c'est vraiment la révolution, elle viendra des compagnies privées, justement. D'accord, parce que ça allait être ma question. On a la technologie, ou du moins on l'aura bientôt. L'humain se prépare quotidiennement pour faire ce voyage. Qu'est-ce qu'on attend ? Donc, de ce que j'entends, c'est vraiment la dimension économique qui nous freine aujourd'hui. Mince, on sera peut-être pas là pour voir alors colonisation de Mars. Ok, donc voilà, comme je le dis à chaque fois qu'on a un sujet intéressant, le temps passe super vite. Peut-être une dernière question plutôt d'ordre personnel, je vous l'avais posée quand je vous avais eu au téléphone. On vous propose d'être les premiers explorateurs, les premiers colons de Mars. Vous dites quoi ? Partant, pas partant ? Oui, s'il y a un billet retour, j'y vais. Est-ce que voilà, ça allait être ça ma question, parce que à la limite les premiers hommes qui allaient coloniser les Amériques ou ce genre de choses, on restait sur Terre, parce que là vous allez dans l'espace et c'est vrai que le moindre problème vous êtes livré à vous-même et il y a peut-être une dimension. Alors, j'avais utilisé ce terme et François me disait que c'était un peu fort. C'est peut-être une mission presque suicide en fait. C'est surtout que les gens qui allaient coloniser l'Amérique, ils pouvaient respirer, il y avait de l'eau, il y avait à manger, il y avait de quoi se débrouiller. Sur Mars, et c'était déjà compliqué en voilà, plus. S'il y a un gros pépin, ça vous fait pas peur? Non, en fait, donc je disais billet retour parce que pour moi le voyage aller n'a pas de sens parce que je pense que faire un voyage comme ça a un intérêt si on peut le partager quand on revient. Et surtout, en tant que scientifique, je pense que je serais plus utile pour travailler sur la recherche pour l'exploration spatiale en étant sur Terre qu'en étant sur Mars où il n'y a rien. Voilà. Donc voilà pourquoi le voyage aller-retour. D'accord, donc vous êtes partante. François? Moi, à titre personnel, je suis très partant parce que je fais ce métier par goût pour l'exploration. J'aime beaucoup vadrouiller, l'alpinisme, tout ça. C'est assez dangereux, mais tout ça se contrôle. Et dans le contexte spatial tel qu'on le pratique à l'ESA, Roscosmos, en Russie, etc., moi, je pense que c'est une aventure formidable. J'adorerais en être, bien sûr. Et évidemment, il y aura un billet retour. Hein. Vous inquiétez pas, on n'aura jamais des humains sans billet retour. C'est impossible. L'image, quand vous dites coloniser tout ça, la bonne image pour Mars, c'est quelque chose qui ressemble à l'Antarctique, en commençant par des missions courtes, puis des missions où, entre guillemets, on va hiverner, c'est ce qu'on a commencé par ça, puis des bases permanentes. Ce sera jamais la colonisation. Il n'y a encore personne qui cultive du maïs en Antarctique. Ça ne se fait pas beaucoup. Et sur Mars, ça va être très difficile. Hein. Pas comme sur la Terre. On ne colonisera pas Mars comme on a colonisé la Terre. Cathy, partante, pas partante? Moi, je vais attendre qu'ils reviennent. Puis après, on verra. Quand ils auront ramené François et Lucie, j'irai peut-être. Je vous comprends. Mais en attendant, on a besoin de personnes comme vous qui veulent être les premiers explorateurs pour aller explorer Mars, parce que sinon, on n'y a jamais. Un grand merci à tous les trois. Je vous propose un petit temps d'échange avec vous, chers participants, parce que peut-être avez-vous plein de questions à poser sur Mars, la planète rouge. Vous connaissez la règle, merci de lever la main bien haut. Alors, monsieur ou madame, comme je rappelle, je ne vois pas très bien. On va vous amener un micro. Le temps que mes collègues arrivent, levez la main bien haut. Hop, merci. Puis je rappelle la petite règle, merci de vous présenter. Bonjour, madame, ou bonsoir. Oui, bonjour, merci encore aux intervenants. François Bertin. Est-ce que vous ne pensez pas que d'ici 2050, il peut intervenir quand même des progrès technologiques qui permettraient d'accélérer cette conquête de Mars? Je pense en particulier aux lanceurs réutilisables du fameux SpaceX, là, Elon Musk, qui prétend qu'il pourrait envoyer 1 million de personnes sur Mars sous une espèce de grosse cloche d'ici, je ne sais pas, peut-être 2100, mais enfin bon, peut-être que c'est réalisable plus tôt que ça. Je rappelle que la NASA ne croyait pas du tout aux lanceurs réutilisables il y a seulement 10 ans, et que maintenant, ils sont en train de peut-être
racheter le brevet de ce fameux Elon Musk? C'est une vraie question. Mais... Oui, vous avez tout à fait raison. Ça reste une rupture technologique modérée, incrémentale, on dirait, dans nos milieux. Néanmoins, oui, elle peut faire baisser les coûts. Si on est astucieux, elle peut faire vraiment baisser les coûts de lancement. Mais les coûts de lancement, c'est une fraction assez faible du projet. Et tout l'argent doit aussi aller dans la construction du module pour faire le voyage, du système de descente, de la relance, etc. Donc oui, Elon Musk, avec vous avez l'air très au courant, en particulier, il souhaite développer je ne vais pas dire ce que ça veut dire, mais une BFR qui pourrait, s'il arrive vraiment à convaincre tout le monde, faire quelque chose d'assez systématique, pourrait vraiment baisser les coûts de lancement et lancer des grosses quantités, peut-être même dépasser, en tout cas en termes d'efficacité, de rapport prix, ce que la NASA fait doucement. Donc ça fait la troisième fois que j'en parle de Space Launch System, cette grosse nouvelle Saturn V. Alors oui, ça va faire des petites... Mais ça reste une révolution modérée qui va faire baisser les coûts de lancement, ça c'est très important, et peut-être permettre d'envisager des solutions plus massives, et donc de gagner en ayant plus de masse, de faire des choses moins coûteuses, parce qu'on aura moins besoin de faire des choses super astucieuses. Bref, vous avez raison, mais 2050, c'est vraiment demain dans le spatial. C'est terrible à dire maintenant, mais dès qu'on réfléchit à quelque chose, nous, à l'ESA, on a déjà à peu près défini toutes les missions robotiques qu'on va envoyer d'ici 2035, voire 2040. On les démarre maintenant. Alors l'ESA, on est assez lent, je dois reconnaître. L'ESA, l'Agence spatiale européenne. Okay. La NASA est un peu plus rapide, mais quand même... bon, tout va dépendre des années à venir avec cette histoire de Lune versus Mars. C'est voilà, pour conclure cette affaire. Donc il faudrait ajouter 2000 ans, vous nous disiez. Et juste un dernier point, c'est des bonnes idées qu'a Elon Musk, puis surtout il fait des choses quand même qui étonnent tout le monde, mais il n'a pas les ressources, quoi. L'argent, elle doit venir, c'est de l'argent public. Elon Musk a beau être très riche, il ne peut pas payer tout seul une mission humaine vers Mars. Donc il a besoin de convaincre la NASA de le financer lui, dans un partenariat, et ça reste beaucoup d'argent quoi qu'il arrive. C'est comme disait Cathy, 60 milliards pour une expédition. Je ne suis pas sûr qu'Elon Musk, je ne connais pas sa fortune, mais ça représente quand même beaucoup. Il perdrait quand même beaucoup. Merci pour cette question, monsieur. Autre réaction, question, témoignage. Peut-être, est-ce que vous aussi, vous aimeriez aller sur Mars, si vous en aviez l'occasion? Monsieur, bonjour. Bonjour, alors Benjamin Kaltenbeck. En fait, pour le souhait d'aller sur Mars, pourquoi pas oui, éventuellement. Avec le billet retour aussi, du coup Avec le billet retour, oui. C'est mieux. Et ouais, c'est toujours mieux. Et moi, je voulais savoir, je sais pas si vous êtes, si vous avez vraiment des infos là-dessus, mais l'entrée des Chinois dans la course spatiale, est-ce qu'il se passe vraiment des choses à ce niveau-là? Et est-ce que ça pourrait permettre d'accélérer, notamment comme on a pu le voir fin du XXe siècle? Oui, c'est vrai que c'est bien un acteur, l'agence spatiale chinoise, de plus en plus importante. Mais pour l'instant, les partenariats, ils ont un fonctionnement assez secret, on va dire. On n'a pas une grande visibilité sur leurs compétences et leur savoir-faire, non? Alors moi, il se trouve que dans mon laboratoire, en ce moment, j'ai 2 ingénieurs chinois qui sont venus travailler avec nous pour préparer une mission robotique. Donc nous, on a une spécialité, c'est de faire la météo pour Mars, pour les atterrisseurs qui rentrent dans l'atmosphère avec leur parachute, etc. Et donc il y a une vraie activité en Chine. Et puis quand derrière 2 ingénieurs qui viennent chez nous, il y en a beaucoup, ils préparent une mission robotique qu'ils souhaitent lancer en 2020 ou 2022. Mais je dirais, donc en plus de ça, bien sûr, les Chinois ont tout un programme d'humains dans l'espace, de taïkonautes, on appelle ça. Mais ce qui caractérise ce programme, honnêtement, c'est qu'il est très lent. C'est-à-dire qu'ils font la même chose progressivement que ce qu'ont fait les Russes et les Américains dans les années 60, mais peut-être 4 fois plus lent. Donc ils envisagent d'abord peut-être d'envoyer des taïkonautes sur la Lune, mais déjà, quand on regarde le programme, alors c'est pas très officiel, mais c'est déjà dans très longtemps. C'est-à-dire que 2050, du point de vue de ce programme, va arriver très vite. Sauf si, à nouveau, pour des raisons politiques, une décision politique, un changement de leader qui d'un coup décide que c'est une priorité, ou titillé par les Américains, ils décident qu'ils vont d'amener le... Alors, tout peut arriver. Mais là, tout de suite, tout est très lent. Vous regardez, premier homme dans l'espace, taïkonaute, c'était il y a presque 20 ans, et puis première station, enfin, ils n'envoient pas grand monde et c'est très doux. Alors là, vous avez soulevé un point intéressant qui rejoint un peu la question de monsieur, c'est que ça suppose qu'entre une agence, l'agence spatiale américaine, la NASA, l'européenne, éventuellement les Chinois, il n'y a pas de transmission d'informations sur les découvertes que vous faites? Ou alors oui, mais certaines que vous gardez pour vous, ça se passe comment? Dans la communauté scientifique, il y a un partage, c'est sûr. Maintenant, dans le savoir-faire technologique, non, il n'y a pas de transfert, non.
La NASA, par exemple, sait atterrir sur Mars vraiment à 10 km près, ce qui est extrêmement précis. Il y a quelques années, il était question que ce soit la NASA qui fasse atterrir un robot européen, parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Bon, ils nous ont lâchés en rase campagne, les Européens, et puis nous, on ne sait pas faire. Il n'y a pas eu du tout de transfert de savoir. Aujourd'hui, ils sont les leaders, ils savent faire, et ils ne nous expliquent pas comment il faut faire. Moi, je dirais que c'est pas tout à fait vrai. En fait, je distinguerais vraiment la collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, voire même avec les Japonais, voire les Russes, où là, il y a quand même beaucoup de collaboration. Il faut bien voir que la Station spatiale internationale est exploitée avec donc les Américains, les Russes, les Européens et les Japonais. Et tout ça se fait quand même assez étroitement, etc. Mais il faut vraiment distinguer avec les Chinois, qui, eux, sont vraiment à part. Pour vous dire, mais que tous mes collègues américains, en particulier ceux de la NASA, n'ont pas le droit de parler en ce qu'on appelle bilatéral, en tête-à-tête avec un Chinois. Donc, il m'arrivait plusieurs fois dans une conférence scientifique qu'un collègue de la NASA vienne me prendre. François, viens avec nous, parce qu'on n'a pas le droit de faire une discussion bilatérale. Je voudrais parler avec ce Chinois, et il faut donc qu'on soit en trilatéral. À ce moment-là, ils ont le droit de parler. Mais vraiment, là, il y a une vraie compétition, des notions de secret entre la Chine et la NASA, et puis les Chinois eux-mêmes font attention. Enfin voilà. Donc les Chinois, vus de la NASA, sont vraiment une compétition. Le reste, c'est quand même assez collaboration, même si il y a des réglementations ITAR, pour ceux qui connaissent, on ne va pas détailler, qui limitent un peu des choses, mais c'est plus problème de législation que vraiment de volonté politique. Alors qu'avec les Chinois, là, clairement, c'est interdit. Oui, c'est une volonté politique. Oui. Merci pour cette question. Autre question, intervention, témoignage. Alors oui, merci, on vous amène le micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je croyais qu'il y avait quand même un problème par rapport au voyage pour aller sur Mars. C'était le problème des radiations qui restait important et le problème du cerveau qui manifestement supporte mal la pesanteur parce qu'il flotterait un petit peu dans la boîte crânienne. C'est une très bonne question et c'est bien sûr très étudié. Alors, je vais essayer de faire court. Il y a un peu deux sortes de radiation. Premier problème, c'est lorsque le Soleil, il y a une forte éruption solaire, on appelle ça, donc un événement important qui envoie beaucoup de particules. À ce moment-là, si vous êtes dans le voyage entre la Terre et Mars, tranquillement en train de vous promener, si vous n'êtes pas au courant, vous risquez de vous faire griller et même de mourir rapidement. Mais il suffit de se mettre derrière un petit peu d'eau, donc on peut aménager les réservoirs d'eau dans le vaisseau spatial, de manière à ce qu'on se mette derrière, et là on va être protégé. Le deuxième problème, c'est les radiations de fond, notamment les radiations cosmiques, qui vont pas vous brûler, par contre vont déclencher des cancers. Et là, bizarrement, il y a un vrai débat dans la communauté. J'ai vu plusieurs fois ces choses-là. On a beaucoup de mesures. On a mis des dosimètres détaillés sur certains robots, à la surface. On étudie bien tout ce qui se passe, les effets du soleil, les rayons cosmiques, etc. Mais c'est assez dur à transposer. On a le spectre détaillé. C'est assez dur à transposer en termes de problèmes de santé. Et donc, il y a un débat. Certains pensent que la dose reçue ne sera pas très importante et ne dépassera pas la norme même professionnelle qu'on a sur Terre pour de nombreux métiers exposés. Donc, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous qu'il y a quand même des astronautes qui ont passé plus d'1 an, voire 1 an et demi dans la Station spatiale internationale, qui est quand même dans l'espace. Mais on est protégé par le champ magnétique de la Terre. Bref. Et puis d'autres pensent qu'au contraire, ce sera extrêmement dangereux, que le cancer va se déclencher rapidement, etc. C'est une grande difficulté. Alors, on se demande pourquoi ils ne tranchent pas, parce que c'est difficile d'interpréter la diversité de l'énergie des particules et du rayonnement en termes de conséquences médicales et de destruction d'ADN et de réparation. Donc il y a un vrai débat. Et donc, ma réponse pour conclure, il n'est pas impossible que ça rende le projet impossible, mais quand même une majorité de personnes s'accordent pour dire qu'il y a des chances que ce soit faisable. Il y aura un petit danger augmenté de cancer pour ces astronautes. Donc au cas où les radiations qu'évoque monsieur sont vraies, on arrive à les démontrer, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas envoyer d'hommes sur Mars. Ou alors il faudra que ce soit dans un laps de temps où il n'y a pas de radiation, mais on ne peut pas les prévenir. Les radiations sont bien connues. Ce qui est mal connu, c'est les conséquences pour la santé. À quel point ça va déclencher un cancer mortel et au bout de combien de temps? On est tous exposés à des radiations tout le temps. Si vous vivez en Bretagne, il y a du granit.
vous avez un dosimètre, vous n'avez plus le droit de travailler dans une centrale nucléaire. Enfin, c'est étonnant, hein, le monde des radiations. Mais ces radiations sont différentes dans l'espace et on a du mal. Vous imaginez que faire l'expérience sur les cobayes humains, c'est pas facile. Et puis c'est des choses d'accumulation. Peut-être une des conséquences, par exemple, c'est qu'on enverra des astronautes âgés, parce que quand on est âgé, leur production des cellules est moins rapide et on déclenche moins, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on déclenche moins de cancers. Donc on n'aura que des papilles. Ça m'arrange, moi, si je veux essayer d'y aller, mais oui. On n'aura que des papilles qui iront sur Mars, voilà. D'accord, Lucie. Oui, non, je voulais juste compléter en disant que pour l'instant, on a des normes à pas dépasser, et peut-être que les premières personnes ou les personnes tout simplement qui iront sur Mars signeront des documents qui diront qu'ils n'ont aucun problème à dépasser cette dose-là et qu'ils ne voient aucun inconvénient à déclencher un cancer 10 ans après leur retour ou quelque chose comme ça. Donc ça peut... Ils sont prêts à prendre le risque, en fait. Je dis pas qu'ils sont prêts à prendre le risque, mais je dis qu'on pourrait faire évoluer les normes qu'on a actuellement pour rendre le voyage possible, s'il y a des gens qui sont volontaires. Et il y a aussi des idées de faire des recherches de traitement médical qui vont anticiper les problèmes liés à la radiation. C'est assez compliqué, c'est le cancer, donc on peut faire des choses en amont. Après, peut-être qu'on aura parfaitement résolu de nombreux cancers. On progresse vite en ce moment, si vous réalisez quand même, ça marche pas mal. La cancérologie progresse et peut-être que d'ici 2050, on sera beaucoup mieux capable de contrôler le développement du cancer après une telle mission. Alors juste, il y a la question de monsieur aussi sur le cerveau en apesanteur. C'est vrai ou pas? C'est vrai qu'il y a l'exemple de la station spatiale, il y a des gens qui vivent 1 an, ils n'ont pas de souci avec le cerveau. Donc ça, c'est un mythe. Que le cerveau qui flotte... Je pense que vous vouliez parler des conséquences des radiations sur les tumeurs, enfin un cancer du cerveau, j'imagine. Alors monsieur, on vous redonne le micro, si vous pouvez compléter. Non, c'était les derniers papiers qui étaient sortis sur le fait que le cerveau en apesanteur, manifestement, montait trop dans la boîte crânienne et ça provoquait des lésions, des problèmes d'épilepsie. C'est suite à la mission de Scott Kelly qui est resté 1 an sur la station, non? Ouais, c'est ça. Ouais, alors moi, j'ai pas suivi de très près, donc je serais incapable de répondre à cette question. Mais déjà, ça reste on a déjà plusieurs astronautes qui ont fait des séjours de plus de 1 an en apesanteur, de manière continue, et d'autres qui ont fait des séjours de voire presque 3 ans en cumulant les différentes missions. Et toutes ces personnes-là sont relativement en pleine forme, quoi. Finalement, l'un des trucs les plus embêtants qu'il y a eu pour certains astronautes, c'est une réduction de l'acuité visuelle et qui parfois est irréversible. Donc ils doivent mettre des lunettes, quoi. Mais généralement... À cause de l'apesanteur? Oui, ça a une conséquence, ça déforme parfois les yeux. Donc Thomas Pesquet en a souffert un peu, mais il est revenu parfait, là. Il est en pleine forme. Je vous propose de prendre une dernière question, car comme je dis, le temps file et nous arrivons au terme de cette conférence et de cette journée riche. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais demander, en fait, à qui appartiendrait la planète Mars? Très bonne question. Est-ce que la Lune, déjà, appartient à quelqu'un? Alors, il y a un... Je vais essayer de le prononcer il y a un protocole, un accord international qui date des années 60 et qui stipule que les corps au-delà d'une certaine altitude n'appartiennent à personne. Après, il y a un problème de capacité à pouvoir faire une exploitation minière. Donc il y a tout un débat. D'ailleurs, certains États, vous avez peut-être entendu parler, le Luxembourg, par exemple, a décidé, dans sa loi, d'autoriser l'exploitation minière des corps. Alors, ils pensent surtout aux astéroïdes, mais au-delà. Mais certains juristes spécialisés dans le droit spatial, ça existe, disent que non, le protocole international des années 60 interdit cela. En tout cas, pour résumer, Mars n'appartient à personne, un peu comme l'Antarctique d'ailleurs, mais encore plus. Et c'est comme la Lune. Et donc, la vraie question peut-être qui est sous-jacente à votre question, c'est si on découvrait des ressources extraordinaires, tellement extraordinaires qu'elles mériteraient l'investissement d'envoyer des mineurs ou des robots mineurs pour l'exploiter, eh bien, il y a un petit vide juridique qui est actuellement débattu sur le sujet. À mon avis, oui, si une société dit « j'ai trouvé du platine 280 qui permet de faire... je sais pas moi, des supraconducteurs à température ambiante, donc ça serait une fortune, ça serait une valeur extraordinaire, eh bien à ce moment-là, je suis sûr qu'on comblerait le vide juridique et la société aurait le droit d'aller exploiter cette chose-là. Eh bien, merci à tous les trois. Je vous demandais de les applaudir bien fort. Merci pour
vos lumières, puisque comparé à nous, vous êtes des experts. Merci également à vous pour votre participation et vos questions. Donc voilà, se termine cette journée Génération 2050, en espérant que vous ayez pris autant de plaisir que nous à débattre de ces multiples thématiques. On remercie effectivement nos partenaires. Un grand merci à tous, encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux débats toujours aussi passionnants.